Bonjour à tous. Donc, je me présente, moi c'est Miguel. Donc, je suis ingénieur et leader innovation chez OnePoint. Donc, j'ai le plaisir aujourd'hui de vous présenter le partenariat que nous menons OnePoint avec le laboratoire de recherche qui est situé à Nantes, le CHU Nantes. Également un partenariat avec l'École centrale de Nantes et l'LS2E. Donc, c'est un partenariat pluridisciplinaire que je vais vous présenter aujourd'hui et aussi également vous présenter les contributions de ce partenariat qui dure déjà depuis un moment. Donc en sommaire, ça va être assez rapide. Donc au début, je vais vous commenter un peu qu'est-ce que c'est que ce partenariat, qui en fait partie et comment ça s'articule. Je vais aussi présenter un peu les concepts en jeu du sujet, et découvrir. Et dans un deuxième temps, je présenterai les contributions qu'on a pu réaliser avec ce partenariat. Et en toute fin, quelques mots sur les perspectives et les ambitions de ce partenariat. Alors, le partenariat. Donc, OnePoint, qui est l'architecte des transformations des entreprises et du public, qui est aussi une entreprise qui investit dans la recherche, notamment à travers la création de laboratoires communs et aussi en finançant des thèses CIFRE notamment. Et donc, cet investissement se traduit donc ici à ce niveau-là par ce partenariat qui est conjoint avec le GIS Iconic, donc le groupement d'intérêt scientifique constitué par l'École centrale de Nantes, le LS2E et le CHU Nantes. Et donc du côté de OnePoint, on a également contribué avec de l'investissement, de l'ingénierie, du développement et également une thèse. Donc, alors, sur quel sujet vous allez me demander? Donc, le sujet principal de ce laboratoire, c'est d'étudier s'il est possible d'envisager à moyen ou long terme des dispositifs qui permettraient de réhabiliter un certain nombre de pathologies, neuropathologies, pour ne pas les citer, notamment des neuropathologies de type AVC, douleurs fantômes liées à la perte d'un membre ou à codystrophie par exemple. Et donc, pour essayer de traiter ces neuropathologies qui ne bénéficient pas d'énormément de traitements actuellement, l'innovation ici, proposée par ce laboratoire de recherche, est de combiner à la fois des technologies type de BCI, Brain Computer Interface, de réalité virtuelle et également d'intelligence artificielle. Et donc de combiner ces trois mécaniques, ces trois technologies, pour essayer de créer un procédé qui va permettre de stimuler le cerveau des patients et ainsi, je vais vous présenter comment, de pouvoir améliorer leur état général. Donc dans ce partenariat, donc on a la contribution de plusieurs chercheurs, neurochirurgiens et ingénieurs de recherche qui, eux, travaillent sur ces sujets depuis très longtemps. Et donc qui maîtrisent à la fois la partie scientifique, la partie médecine, clinique on va dire, et la partie matérielle, donc avec toute la maîtrise des particularités que peuvent avoir notamment les matériels de type PCI. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est un partenariat pluridisciplinaire puisque OnePoint ajoute à ce laboratoire de recherche, au-delà de l'aspect vraiment scientifique et clinique, ce qui fait la force de OnePoint, c'est-à-dire les aspects en termes d'idéation, de design, de concept, UX research, de développement, sécurité, passage à l'échelle. Voilà. Donc c'est vraiment l'idée, c'est de coupler quelque chose de très pragmatique et qui effectivement plus une entreprise qui est là pour produire des outils au quotidien, avec une équipe qui a plus l'habitude de travailler sur le temps long et de faire des recherches. Et donc de coupler les deux pour envisager à moyen terme des choses qui peuvent concrétiser en fait, ces recherches et les appliquer. Donc dans ce schéma, on voit une multitude de profils donc, qui ont pu contribuer à un moment ou à un autre dans ce partenariat, tant du côté de OnePoint que du côté du GIS Iconic. Que j'ai déjà dit avec des chercheurs, des chercheurs de recherche, des doctorants bien entendu, financés notamment par OnePoint, des stagiaires aussi de l'École centrale de Nantes qui contribuent tous les ans à améliorer les applications et les recherches faites par le laboratoire. Et puis du côté de OnePoint, on apporte aussi notre expertise, comme je l'ai précisé, notamment en design et en développement d'applications. Donc, l'ambition du partenariat, j'ai déjà dit, c'est d'essayer de lever des verrous scientifiques et technologiques en contribuant chacun à son niveau
et de concrétiser ces recherches à moyen ou long terme sous la forme d'un dispositif qui permettrait aux patients de bénéficier de ces avancées en termes de traitement. Donc maintenant, si on s'intéresse un peu plus profondément au sujet. Donc je vais parler un tout petit peu scientifique, même si je ne suis pas chercheur ni médecin, mais c'est juste pour essayer d'expliquer un petit peu comment tout cela fonctionne. Donc à la base, on travaille évidemment sur l'analyse de l'activité cérébrale. Donc il y a quelques éléments importants pour comprendre comment ça peut fonctionner. Donc notamment le fait que le cerveau, c'est un organe spécialisé, c'est-à-dire qu'en fait il y a des fonctions qui sont réparties sur le cerveau, et ça va être utile en fait dans ces dispositifs pour être capable de savoir en fait où placer notamment les capteurs quand on cible en fait un certain nombre de signaux qu'on essaie de capter, on va placer les capteurs intelligemment pour avoir une meilleure précision. Donc voilà, donc ça c'est la première chose. La seconde, c'est en fait, effectivement, c'est spécialisé et donc on a la connaissance sur le fait que certaines zones sont dédiées à certains types d'organes. Donc là, vous allez voir que dans les recherches qui sont effectuées, on utilise surtout, l'idée c'est de surtout rétablir les fonctions motrices. Donc, notamment quelqu'un qui a perdu un membre, qui a des doigts fantômes, quelqu'un qui a un AVC qui est paralysé ou semi-paralysé, quelqu'un qui a un problème d'ergodystrophie et qui ne peut plus bouger un membre suite à un traumatisme. Donc l'idée c'est qu'on va surtout cibler les membres supérieurs et inférieurs. Donc on va placer les capteurs de manière à pouvoir capter au mieux tout ce qui va être en corrélation avec le fait de penser ou bouger ses bras, en tout cas ses mains, ses bras et ou ses jambes. Donc bien entendu, comment on fait pour capter en fait ces signaux? On utilise en fait le potentiel électrique qui est émis lorsque le cerveau agit en fait. Donc c'est ça qu'on va essayer de faire. On ne peut pas capter directement parce qu'on va utiliser des dispositifs non invasifs. L'idée c'est pas de faire un implant trop invasif puisqu'on va essayer de traiter des maladies qui ne sont pas des tétraplégies par exemple. Donc on ne veut pas nécessiter l'intervention chirurgicale pour bénéficier de la thérapie. Donc on va essayer de trouver des façons d'interagir avec le patient qui ne soient pas totalement invasifs. Donc on va utiliser des capteurs qui vont être en périphérie du crâne et qui vont être capables de capter le champ électrique qui est émis par le cerveau. Et donc après, le dernier élément, c'est qu'on a des connaissances aussi sur les longueurs d'onde qui sont émises par le cerveau qui nous permettent de différencier un certain nombre de types d'activités cérébrales. Donc en combinant en fait toutes ces connaissances-là, on est capable de créer, à la fois on est capable de capter évidemment, vous allez voir ensuite avec le matériel, les signaux électriques émis par le cerveau du patient, mais on est aussi capable de les analyser et de pouvoir les discriminer pour finalement essayer d'identifier à quoi penser en fait le patient pour être capable de, en feedback, lui proposer un affichage qui va créer une boucle qui va être bénéfique pour son cerveau. Donc on va penser de quel levier on va utiliser. Alors il y a trois concepts en jeu également. Il y a le concept de neurone miroir. En fait le principe justement, ça va être que on sait que les zones du cerveau qui sont activées quand on fait un mouvement et quand on regarde quelqu'un qui fait le même mouvement sont relativement identiques. Et de cette manière, c'est grâce à cette corrélation, on sait que le fait d'afficher à quelqu'un un mouvement par neurofeedback qui peut-être lui ne peut pas faire mais il peut penser, va permettre de réactiver la zone du cerveau qu'il aurait utilisée en réalisant ce mouvement. Voilà, c'est ça toute la technique qui est mise en jeu dans ces recherches. Deuxième élément important, on va utiliser en fait le concept de plasticité cérébrale. Qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement la capacité du cerveau à se réorganiser, à s'adapter. Alors, la particularité, c'est qu'il le fait mieux sur un temps long. Et justement, là, les recherches essaient de créer quelque chose qui permette de favoriser en fait, cette plasticité cérébrale, de l'accélérer en fait. On sait déjà qu'il y a des gens qui ont pu avoir par exemple un traumatisme et qui sur un temps assez long, le cerveau se réorganise et les gens peuvent en fait récupérer un certain nombre de leurs fonctions qu'ils pouvaient avoir perdues dans ce traumatisme. Et là, ce qu'on va essayer de faire, c'est qu'on va essayer de favoriser donc, ce qu'on dit la plasticité cérébrale, c'est comme faire un chemin dans une forêt. En fait, plus on va passer sur ce chemin,
puis en fait, il deviendra facile à parcourir. C'est vraiment, on essaye de, un peu comme on fait aussi une rééducation physique, là, de la même manière, on essaye de faire une rééducation avec le cerveau, comme on ferait avec ses muscles ou avec ses articulations. Donc on arrive enfin au concept de neurofeedback, qui est ce que j'ai expliqué tout à l'heure. Le principe, c'est qu'on va capter l'activité cérébrale, essayer de détecter à quoi pensait l'utilisateur, et en retour, on va lui afficher quelque chose qui correspond à ce qu'il a pu penser. Et en fait, de cette manière, on va créer une boucle qui va permettre de réactiver les zones du cerveau vraiment de manière positive. Et ça, le cerveau fonctionne comme ça, en fait. Et c'est l'apprentissage aussi fonctionne comme ça. Par exemple, les enfants, au départ, ne maîtrisent pas tout à fait bien leur mouvement, mais quand ils vont voir qu'en faisant un certain mouvement, ils parviennent à obtenir quelque chose, par exemple, leur cerveau, en fait, va prendre en compte cette information, et c'est comme ça qu'en fait, on va créer des connexions neuronales plus importantes qui permettent ensuite d'apprendre des choses et de le faire de manière de plus en plus facile. Donc c'est cette même mécanique qu'on essaie d'utiliser. Alors maintenant, technologiquement, comment on fait pour capter ces signaux? Donc il y a plusieurs possibilités pour capter l'activité cérébrale de manière non invasive. La première, c'est l'IRM. Le problème, c'est que c'est très contraignant. Vous êtes obligé d'être allongé, mais c'est très cher. Le matériel est très, très important. Donc c'est difficile à utiliser pour faire de rééducation. On a un magnétoencéphalographe qui est aussi un matériel assez lourd, qui ne permet pas de bouger. Donc vous êtes obligé d'être assis en position statique. Et les technologies qui ont le plus en poupe, ce sont les électroencéphalographes, les EEG, qui permettent d'avoir une certaine flexibilité dans l'utilisation. Donc là, vous pouvez le porter sur la tête, vous pouvez bouger. Alors attention, on va voir qu'il y a des grosses contraintes quand même. Vous allez être relativement libre de vos mouvements, mais on va voir qu'en fait, en réalité, au moment où on essaye de capter ce que vous imaginez dans votre cerveau, il vaut mieux ne pas bouger parce que ça crée des artefacts qui sont assez contraignants. Mais voilà, on a quand même moins de complexité à vous placer ce dispositif sur la tête par rapport à un IRM ou à un EEG. Et le matériel est évidemment beaucoup moins cher qu'un IRM ou un EEG. On peut imaginer avoir un EEG par patient, c'est quelque chose de raisonnable. Alors après, évidemment, si on parle de précision, il faut imaginer que ce n'est pas un appareil qui va permettre de capter très finement ce que vous pensez. C'est vraiment le neurochirurgien, c'est généralement cette correspondance. C'est comme si vous aviez un micro au-dessus d'un stade de foot et que vous essayez d'écouter ce que dit une personne. Donc, vous n'allez pas y arriver facilement. On essaye de le faire, mais qu'est-ce qui nous permet de le faire? En fait, c'est le progrès notamment en termes d'IA. Parce que l'IA a la capacité de prendre de grandes quantités de données et de pouvoir les classifier, en tout cas d'identifier dans ces quantités de données des certains patterns. On peut ensuite attribuer certaines catégories d'imagerie mentale qu'on va demander aux patients. Donc là, ça permet en fait, qu'est-ce que ça permet de faire? Ça permet notamment d'identifier est-ce que le patient pensait plutôt à bouger sa main droite, plutôt à bouger sa main gauche, plutôt à bouger ses jambes, ou plutôt à essayer de penser à rien, entre guillemets. Donc voilà, on arrive à peu près à ce degré de précision avec ce type de dispositif. Finalement, on a un joystick à 4 boutons, grosso modo. On peut ici essayer d'identifier aussi d'autres signaux, d'autres signatures, notamment le niveau de charge mentale. On va voir que ça a un intérêt pour savoir dans quelles conditions se trouve le patient lors de l'expérience ou lors de la thérapie. Donc voilà, ce que propose le laboratoire, c'est d'avoir créé justement un décodeur cérébral qui permet d'une part de placer les capteurs sur le EEG ou aux endroits stratégiques, d'avoir toute la mécanique qui permet de capter ces signaux et ensuite de les traiter pour classifier de manière la plus précise possible à quoi pensait le patient. Alors, ce décodeur cérébral, pour l'instant, nécessite un entraînement d'un certain temps. Plus il est long, bien, plus il est précis. Et au minimum 20 minutes pour chaque patient doit en fait faire des exercices de ce type-là, c'est-à-dire on lui montre par exemple un membre, sa main gauche, sa main droite, etc. Et on le force à faire l'imagerie identique à chaque fois pour essayer d'entraîner un modèle qui sera ensuite capable, dans l'expérience, de pouvoir capter ces signaux.
Voilà, c'est une contrainte quand même assez importante pour l'instant. On verra que dans les progrès qu'on attend, c'est aussi le fait de trouver à la fois des données et des IA plus performantes qui permettraient de raccourcir ce temps ou même de l'éliminer complètement. C'est-à-dire d'être capable de généraliser les signaux sur n'importe quel patient. Parce qu'actuellement, il faut savoir qu'on a tous des particularités. Notre cerveau ne fonctionne pas exactement pareil et on ne pense pas exactement aux mêmes choses non plus. Donc ça veut dire qu'on est obligé d'avoir des modèles spécifiques pour chacun des utilisateurs. Dernier élément dans la technologie, la réalité virtuelle. Donc là, l'idée, c'est de rajouter un degré d'immersion supplémentaire, plutôt que d'avoir un écran ou des retours plus classiques, pour en fait augmenter aussi l'engagement des utilisateurs envers la thérapie, et puis aussi pour justement rendre le retour, le feedback plus réaliste. Parce qu'on sait que plus c'est réaliste, plus ça correspond en fait à ce qui se passerait dans la réalité, plus les cerveaux l'assimilent vite. Enfin, un élément qu'apporte notamment Waypoint et qui est aussi important dans toutes les contributions, c'est qu'on essaye de faire des expériences qui soient intéressantes pour les patients, engageantes, et qui mettent une dose de jeu pour vraiment que ça encourage les utilisateurs, les patients, à vouloir se confronter en fait, à ces exercices et d'avoir envie même de continuer. Puisque là, la question, c'est pas qu'on va traiter un one-shot. Le problème, ça va plutôt se faire exactement comme on va faire 60 séances de kiné pour rétablir un genou. Ben là, c'est pareil. On va imaginer que la thérapie a la nécessité d'un travail sur 6 mois, 1 an pour en voir les bénéfices. Donc c'est très important d'essayer d'utiliser des leviers qu'on connaît notamment dans les jeux vidéo pour augmenter l'engagement des participants. Par contre, on a évidemment beaucoup de challenges d'un point de vue ergonomique pour intégrer toutes ces technologies. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on a des contraintes au niveau du signal qui est capté. On a aussi des contraintes à combiner le matériel VR avec le matériel d'interprétation. On a également des contraintes pour faire en sorte que l'utilisateur ne bouge pas trop lorsqu'il va faire les tâches d'imagerie mentale qu'on va essayer de capter. Donc il y a plein de puzzles comme ça à résoudre pour avoir une expérience qui soit pertinente et intéressante. Alors, finalement, quelles ont été les contributions de ce partenariat, notamment de ce qu'a pu apporter Waypoint? Donc, on a commencé en 2019, en créant un premier jeu sérieux qui mettait en jeu en fait, toutes ces mécaniques en dehors de la VR, puisque cette expérience-là, on n'a pas fait en VR à l'époque. Donc là, l'idée, c'était vraiment d'explorer la faisabilité d'un dispositif ludique de neuroréhabilitation en mettant en jeu un système d'interface cerveau-ordinateur, donc un SI, IEG, avec tout ce que je viens d'expliquer, c'est-à-dire l'aspect gamification, l'aspect évidemment décolleur cérébral, et de voir comment cela pouvait fonctionner. Donc c'est quelque chose qu'on a présenté, qu'on a développé, qu'on a testé. On a eu plusieurs patients qui ont pu le tester, et aussi des patients sains. Et on a pu le présenter à Nantes Digital Week il y a quelques années, en faisant une démonstration en direct de ce que ça pouvait donner, de finalement utilisateurs qui pouvaient piloter leur avatar, donc un personnage les représentant, et les faire évoluer sur un parcours en réalisant des tâches d'imagerie mentale captées par le MSI. Donc voilà à quoi ça pourrait ressembler. Donc en fait, on demande ici une tâche d'imagerie, c'est-à-dire on demande à l'utilisateur d'imaginer qu'il bouge son membre supérieur, soit un différentiel ici comme ici, soit la main gauche, soit la main droite, pour que ça ne soit pas trop difficile, parce que ça demande en fait certaines capacités à l'utilisateur d'apprendre à penser de manière récurrente à son membre droit, son membre gauche, et que le modèle soit capable de l'identifier. Donc ensuite, le matériel va capter en fait ces signaux-là, et quand finalement le décolleur cérébral identifie que la tâche est réalisée, on va débloquer une animation dans le jeu qui va permettre de faire avancer le personnage avec quelque chose qui fait penser que l'utilisateur a lui-même réussi à faire bouger le personnage, par exemple ici le faire escalader un obstacle, ou courir si c'était pour les jambes, etc. Donc voilà sur le premier jeu sérieux qui a été réalisé. Donc finalement, ça mettait déjà en jeu l'essentiel, sauf qu'il n'était pas en VR. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en parallèle de ça, il y a des essais cliniques qui ont été menés aussi par le laboratoire sur des applications un peu plus simples, qui étaient là pour prouver en fait, le fait que ce dispositif ne pose pas de problème autre aux patients.
parce que vraiment ça c'est des choses qu'on est obligé de démontrer lorsqu'on veut faire ce type de recherche sur des vrais patients, et aussi pour prouver la valeur, pour démontrer que c'est mieux qu'un traitement placebo identique. D'ailleurs, il y a pas mal en tout cas de papiers de recherche aussi qui suspectent qu'il y a un effet placebo assez fort sur ce type de mécanique. Donc là, l'idée des recherches, c'est aussi de démontrer que ça va au-delà de l'effet placebo. Donc ensuite, on a financé une thèse CIFRE avec donc, une doctorante qui a participé dans le laboratoire à travailler sur un sujet particulier qui fait partie de ce concept plus global, qui est le fait d'identifier si la charge mentale peut jouer un rôle assez important dans le fait de favoriser l'effet de la thérapie ou alors d'être justement un frein. Donc là, l'idée, c'était de permettre de mesurer les effets de la charge mentale, justement. Donc, quand on est dans un dispositif de ce type avec un PCI et un casque de réalité virtuelle, et puis de déterminer si on pouvait créer un modèle qui permet d'ajuster en fait la difficulté des tâches qu'on demande au patient en fonction de sa charge mentale. C'est-à-dire qu'en fait, on sait qu'il faut un certain degré de charge mentale pour que le patient travaille, en fait. Exactement comme chez le kiné. En fait, si vous êtes au repos complet, allongé sur la table, il ne se passe rien, votre muscle ne va pas se rétablir. On sait par contre qu'il faut que vous fassiez un certain degré d'activité. Par contre, si ça devient trop fort, là, vous savez que c'est peut-être pas super parce que vous allez souffrir, vous n'allez peut-être pas avoir envie de le refaire et ça ne va pas être bénéfique. Donc c'est exactement la même chose. Si on essaie d'identifier quel est le degré de charge mentale, donc la difficulté d'exercice qu'on va demander à l'utilisateur pour que ça soit suffisamment stimulant, mais pas pénalisant. Donc on a créé une deuxième application, donc cette fois en VR, qui avait justement là pour rôle d'identifier comment se comportent les patients vis-à-vis d'une tâche cognitive qu'on connaît dans la littérature pour être assez facilement adaptée en termes de difficulté. Donc c'est des tâches de type NBAC. En fait, on vous demande de mémoriser un pattern avec une difficulté croissante. C'est-à-dire que vous devez vous souvenir de ce qui s'est passé la fois d'avant, la fois encore avant, etc. Et plus le N aussi dans cette tâche, plus ça devient difficile. Donc c'est ce qui permet en fait d'augmenter la difficulté du jeu ou de l'ABC. Et donc là, la force, c'est qu'on est capable d'identifier dans quel niveau de charge mentale vous vous situez pour justement adapter la difficulté de ce jeu. En fait, c'est un jeu un peu type... vous devez préparer en fait des pizzas dans un camion Pizzaiolo et on va vous demander de mémoriser les ingrédients et de réaliser les pizzas pour les clients. Et donc en fait, justement, pour réussir la tâche, parfois il va falloir que vous mémorisiez ce qu'on vous a demandé il y a 20 secondes, il y a 30 secondes, 30 secondes. Et donc on a aussi l'affichage ici d'un chronogramme qui permet d'identifier dans quelle situation vous vous situez d'un point de vue charge mentale tout au long de l'expérience. Après ça permet aussi d'analyser a posteriori comment vous avez vécu l'expérience et comment en fait le jeu s'est adapté en termes de niveau aussi. Donc on voit ici toutes les étapes, on voit l'installation du casque EEG qui nécessite aussi pas mal de temps puisqu'actuellement les casques EEG de type professionnel comme le CHU les utilise nécessitent le fait de mettre en fait un gel conducteur sur chaque électrode. C'est assez difficile à faire, ça va un petit peu mal. C'est pas invasif évidemment, ça ne blesse pas ni rien, mais ça demande un temps d'installation. Ensuite, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, il y a une phase d'entraînement. Donc chaque utilisateur doit entraîner un modèle spécifique, qui est spécifique, pour qu'on soit capable d'avoir une précision suffisante. Ensuite, on utilise l'application. Donc là, c'est un jeu très classique. Vous lancez votre jeu en VR et on capte en fait votre activité cérébrale. Et puis, ce que j'expliquais également, c'est qu'en 4, on a une application de contrôle qui permet en temps réel de voir quel est le niveau de charge mentale et quelles sont les tâches demandées à l'utilisateur. Donc voilà, c'est également un dispositif qu'on a présenté lors de la World Digital Week il y a quelques années et qu'on a présenté aussi à d'autres occasions et qui a permis de servir de support également à la thèse de la doctorante. Donc voilà pour les principales contributions. Donc pour les perspectives de ce partenariat, en quelques mots. Donc à l'origine, les recherches étaient surtout basées sur un sujet un peu assez précis, qui est le traitement des douleurs fantômes. Ces dispositifs ont été orientés sur ce type de pathologie, mais on sait d'avance en fait, qu'on peut généraliser à d'autres pathologies, comme j'ai cité tout à l'heure, et notamment les AVC,
Les AVC, c'est un sujet très intéressant, puisqu'en fait, ça touche énormément de personnes, notamment en France, par an. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on n'a pas vraiment de solution de traitement très efficace, très variée, pour répondre aux besoins de ces différents patients. C'est notamment la deuxième cause de handicap physique en France. Donc, pour parvenir à créer quelque chose qui pourrait être industrialisé et bien à la disposition des patients, par contre, il y a un nombre important de progrès à faire sur un certain nombre de domaines. Notamment, on a un défi en termes de matériel. Je vous ai expliqué, les UAG actuellement sont à la fois pas hyper précis et à la fois pas simples ergonomiquement à installer. Donc là, il y a des progrès à faire sur ce sujet-là. D'un point de vue logiciel, on peut évidemment encore progresser sur la qualité des modèles, sur le fait de créer des contenus qui sont de plus en plus engageants, variés et pertinents. Et sur les plateformes, qui permettraient notamment, par exemple, d'avoir aussi des systèmes de jeux collaboratifs, qui permettent aussi d'encore augmenter l'engagement des patients, un challenge supplémentaire. On a un programme à faire sur les données, parce qu'il y a un gros sujet au niveau des données collectées notamment dans le domaine de la santé. Il y a évidemment des problématiques RGPD très importantes, et on a historiquement une culture très forte sur le fait de partager ces données entre différents laboratoires, par exemple, les différentes structures qui existent et qui analysent les données cérébrales. Donc actuellement, c'est pour ça qu'on ne bénéficie pas d'une banque de données suffisante pour créer un modèle qui serait très généraliste et qui permettrait de s'adapter automatiquement au cerveau de chacun. Donc ça, c'est une piste aussi. Et puis, il y a un levier très important aussi, c'est le financement, bien entendu, pour réaliser tout ça. Après, on a quand même des facteurs qui sont favorables, on va dire, pour le développement de ce partenariat et de ces avancées technologiques qui sont proposées par ces laboratoires de recherche. On a notamment l'actualité en termes de BCI. On a notamment Neuralink qui a commencé ses premiers essais sur un patient cette année. Donc, elle utilise un implant invasif qui permet évidemment d'avoir une précision beaucoup plus importante, d'une échelle de 1 à 1000 en termes de précision de ce que vous allez pouvoir capter, de ce que pense l'utilisateur, et en contrepartie qui est très invasif, donc pour l'instant qui est plutôt dévolu aux personnes qui sont tétraplégiques ou vraiment qui ont plus de possibilités autres de pouvoir interagir. N'empêche que ça permet de mettre la lumière en fait, sur ce type de technologie et de pouvoir justement attirer des financements. On a des progrès aussi en termes de VR, puisque là, ce qui est visé, ça met en jeu ce type de technologie, notamment avec l'Apple Vision Pro. Des progrès sur le champ de l'IA, vous n'êtes pas sans savoir l'émergence des IA génératives notamment, qui permet de créer des modèles aussi qui pourraient permettre d'améliorer le traitement des signaux. Et puis l'évolution en termes de matériel. On a quand même des fabricants qui essaient de créer notamment des électrodes sèches qui ont une bonne performance, qui permettent d'éviter d'avoir à mettre du gel systématiquement quand on l'utilise, et de pouvoir faire quelque chose de beaucoup plus plug and play. Donc vous allez mettre le casque, automatiquement, en 2 minutes, on va pouvoir capter vos signaux, plutôt que de devoir installer, mesurer, ajouter du gel, etc. Voilà. Et donc pour terminer, alors, malheureusement, je ne vais pas pouvoir vous présenter d'ores et déjà les nouveautés de partenariat, parce qu'elles seront présentées en septembre, et que pour l'instant, comme la publication n'a pas été réalisée, on ne peut pas les présenter. Mais en termes de teasing, je peux vous dire qu'il y aura une publication en cours de la part du laboratoire qui présente un certain nombre d'avancées sur ces recherches, et qu'on va faire une présentation en partenariat avec le laboratoire lors de la Nantes Digital 2024, un peu à l'image de ce qu'on a pu faire les années passées. Toujours en mettant en jeu la VR, un dispositif de type BCI, de l'intelligence artificielle et de la gamification. Et avec cette fois une précision accrue encore des dispositifs et aussi de bonnes idées en termes d'ergonomie et de levier pour que ces traitements puissent avoir une chance d'être financés et devenir une réalité pour les patients atteints notamment d'AVC électrique. Voilà. Je vous remercie pour votre écoute. Et si vous avez des questions, bien sûr, je peux essayer de répondre. Mais un casque permet, si je comprends bien, de faire des interactions avec un peu les personnes qui ne peuvent pas
par exemple, l'idée c'est qu'à force d'imaginer ces mouvements gras, on trouve une utilité dans la Ah, vie. tout à fait. En fait, c'est surtout pour activer la zone du cerveau qui normalement servait à faire ces mouvements. Par exemple, si on prend l'exemple de la douleur fantôme, la problématique c'est que du jour au lendemain vous perdez votre membre, sauf que la zone du cerveau qui servait à bouger ce membre, elle est, du coup elle est à l'abandon en fait, et ça crée un effet qui vous donne des douleurs. Par exemple. Et le fait d'utiliser ce type de dispositif, ça en fait simule le fait que vous allez retrouver cette activité de essayer de bouger ce membre. Et en fait, en voyant, évidemment, c'est pas votre vrai membre, mais quelque chose qui représente ce que vous avez essayé de faire en imaginant votre membre bouger, et ben ça réactive en fait cette mécanique qui dit je pense à quelque chose, je vois l'effet de ce que j'ai pensé, et mon cerveau en fait bénéficie en termes de plasticité cérébrale de cet effet-là. Et en fait, la zone du cerveau, on sait, ça c'est déjà prouvé, que ça permet tout simplement d'éliminer les douleurs. Et ça, alors pour évidemment la dystrophie, on peut imaginer que vous allez au bout d'un moment réussir à rebouger par exemple votre membre. Et l'AVC, on peut aussi imaginer que ça va effectivement permettre aussi au cerveau de se réorganiser. Et peut-être que la zone du cerveau qui a été touchée ne peut plus être activée correctement, mais ses fonctions peuvent être déplacées aussi. Et donc vraiment, c'est cette mécanique qui en joue. C'est tout à fait ça. Dans le cas de douleur fantôme, je comprends, mais dans le cas de paralysie, c'est justement parce que les personnes ont accès à cette zone du cerveau. Ouais, justement. Et là, le principe, c'est que en fait, c'est vraiment la même chose quand vous, par exemple, c'est ce que j'ai expliqué sur les neurones miroirs. Quand vous voyez quelqu'un bouger son bras, quand tu vois faire ça, en fait, la zone du cerveau chez toi qui s'active est la même que celle que la mienne, en fait. Donc, cet effet-là, notamment, permet, même si toi tu n'as plus ton bras, de réactiver la zone du cerveau qui correspond en fait, à ce mouvement-là. Et ça, c'est décuplé comme toi, en fait. C'est toi qui es à l'initiative de générer ce mouvement. Puisqu'en fait, il y a vraiment une boucle comme ça de récompense. C'est je pense à quelque chose, je vois l'effet de ce que j'ai essayé de faire, et quand je vois le résultat, en fait, mon cerveau vraiment prend cette information en compte, et ça crée le chemin, ça trace, en fait, ça connecte les zones du cerveau pour pouvoir s'épanouir. Merci.